Je vais vous parler d'un travail assez récent, entièrement fait pendant les vagues successives du Covid, et qui correspond à des thèmes que nous poursuivons, et je vais expliquer de quel nous s'agit-il. Donc le sujet porte sur les grandes matrices aléatoires. Je ne sais pas ce que j'ai donné comme titre, mais le groupe qui travaille là-dessus est composé de Charles Bertolucci, Merwan Deba et puis l'inévitable duo Jean-Michel Lasserie et moi-même. Alors, Charles Bertolucci, bon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, il est là. Merwan Deba, il n'est pas là. En fait, il est à Abu Dhabi. Merwan est quelqu'un qui a toute une trajectoire universitaire avec une chaire à l'école centrale. C'est un spécialiste à l'intersection des mathématiques et des télécoms. Donc, entre l'intersection entre les mathématiques et toute l'ingénierie avancée des télécoms. Il a été il y a quelques mois, jusqu'à cet été, c'était le directeur de la R&D de Huawei France, du géant des télécoms chinois en France. Et là, il vient de partir à Abu Dhabi pour monter un centre, un institut sur grosso modo les télécoms, avec un accent un peu particulier sur l'IA. Mais c'est vraiment les problèmes scientifiques liés aux télécoms. Alors, en effet, notre motivation fondamentale, ça a été d'apprendre toutes sortes de problèmes mathématiques qui se posent dans les télécoms, et notamment je ne vais absolument pas rentrer dans les détails, et notamment un qui porte sur des structures qui font naturellement apparaître, c'est typiquement les relations entre antenne et téléphone portable ou n'importe quel device qui communique, et qui crée de manière assez utile des matrices qui sont aléatoires. Donc la motivation, et on retrouvera cette motivation plus tard quand je parlerai de les réseaux mobiles, ouais, télécom. Bon. Il n'en demeure pas moins que le sujet des matrices aléatoires apparaît dans plein d'endroits. On le voit d'ailleurs nous-mêmes apparaître avec les frères Bertolucci et Jean-Michel dans d'autres situations. En particulier dans l'analyse des données statistiques en finance, donc à travers les matrices de corrélation, qui sont d'énormes matrices quand vous prenez les données financières. Donc de manière générale, c'est dans des situations où vous avez des matrices aléatoires et typiquement des matrices de corrélation. Donc des matrices symétriques. Je n'insisterai pas trop sur les matrices de corrélation elles-mêmes. Je vais prendre un cas plus simple. Donc énormément d'applications ou disons de situations dans lesquelles les grandes matrices aléatoires apparaissent. En finance, c'est vraiment de l'application directe. Il y a des fonds qui se servent de la théorie des matrices aléatoires et de cette analyse des matrices de corrélation. Alors, l'histoire, c'est le fait que donc, beaucoup d'applications et une littérature également énorme.
sur souvent des articles assez théoriques. Parce que tout ça, ça remonte à Dyson, je crois que c'est vraiment... Non, tout ça, ça remonte à Wigner, avec la loi semi-circulaire de Wigner. Donc, ça ne date pas, et je ne sais pas quand c'était cet article, mais c'est très ancien. Il y a au moins un demi-siècle, peut-être même beaucoup plus. Oui, certainement, au moins 70 ans. Donc, Wigner observe le phénomène suivant, c'est que si vous prenez une matrice gaussienne, toutes les entrées sont gaussiennes, centrées, unitaires, matrice gaussienne, symétrique. Donc, vous remplissez avec des GIJ, vous le faites symétriquement, et vous dites simplement que les GIJ pour I inférieur ou égal à J sont indépendants. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous indépendants si elle est symétrique. Donc là, ce sont des gaussiennes normalisées, de variance 1, indépendantes. Vous renormalisez ceci par 1 sur racine de n, c'est la taille de la matrice. Donc voilà quelque chose que je vais noter dn à cette matrice. Eh bien, le spectre de dn, asymptotiquement, se comporte comme une loi semi-circulaire qui est donnée par, je vais parler sous l'autorité de Charles parce que les constantes, on est toujours, je me souviens d'un 2 parce que je l'ai oublié parfois dans un certain calcul et ça changeait pas mal de choses. Et puis, donc, il y a la racine de 1 moins x2 plus. Correct ou j'ai oublié quelque chose? Pour t égale 1. Il y a un pi qui traîne, il y a un 2, 1. C'est 2 sur pi, c'est ça? Ouais. Voilà, enfin, il faut que ça soit de masse 1. J'aurais dû mettre une constante fois la racine carrée pour que ça soit de masse 1. Donc, cette loi semi-circulaire, entre moins 1 et plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Que le spectre se comporte, qui est aléatoire, se comporte asymptotiquement comme ceci. En fait, ce que cela veut dire, c'est que si vous notez lambda 1, lambda n, et de manière générale, je vais noter pour une matrice symétrique lambda 1 et lambda n, les valeurs propres en les notant de manière croissante. Alors, si vous regardez la mesure empirique, cette mesure empirique, bien entendu, est aléatoire, puisque les lambda i dépendent de l'aléa, puisque les GIJ sont des variables aléatoires. Mais la limite est déterministe. C'est une limite des grands nombres. C'est une sorte de loi des grands nombres. Donc, ceci converge faiblement au sens des mesures vers une mesure m, qui est ce bazar-là, qui est la loi semi-circulaire. Donc, ça, c'est une observation de Wigner qui a par la suite engendré énormément de travaux. Donc, si vous voulez avoir des surveys du sujet, il y a un bouquin d'Anderson, Guillonnet, et puis, comment il s'appelle, le troisième auteur, c'est Zeitouni, bien sûr, collaborateur régulier d'Alice. Donc, il y a un bouquin dans lequel vous trouverez beaucoup d'informations. Je signalerai quelques autres auteurs au passage. Énorme littérature. Alors, ça, c'est une version statique. Si la version dynamique de ceci est due à Dyson, qui consiste à faire la même construction. Donc c'est pour ça que j'ai noté ça dn, et ça c'est dn de 1,
À part que ici, vous allez mettre maintenant des browniens, WJ de T, toujours 1 sur racine de n. Vous voyez des choses qui dépendent du temps, qui se déforment avec le temps. Et le cas classique, qui est le cas de Dyson, qui reste sur une matrice gaussienne, toujours la même chose, ce sont des browniens, ils sont indépendants si I est inférieur ou égal à J, et c'est une matrice symétrique. Plus éventuellement dn0, qui est une matrice symétrique, qui peut être 0, ou qui, c'est la condition initiale de cette évolution. Il faut penser qu'on a un système et que l'équation d'état du système, c'est cette équation matricielle, à part que la taille devient de plus en plus grande, et qu'on s'intéresse au spectre. Alors, Dyson, c'était vraiment pour cette donc celle-là, je ne sais pas, cette loi semi-circulaire, je vais l'appeler W0 comme Wigner ou W1 comme Wigner. Ouais, c'est pas très malin W parce que on va croire que c'est un brownien. Allez, M1 et on n'en parle plus. Donc, ce qui existe, ce que vous pouvez extraire de la littérature, c'est le fait suivant, et ça remonte à Dyson si dn0, c'est que si la loi des valeurs propres, la loi empirique des valeurs propres de dn0 converge faiblement, c'est une hypothèse quand n tend vers l'infini, vers une certaine loi m0. Bon, faites cette hypothèse-là. Alors, la loi empirique, donc quand je dis ça, ça converge faiblement au sens des mesures, et c'est presque sûrement, puisque c'est aléatoire à la base. Alors, la loi des valeurs propres de dn de t converge quand n tend vers l'infini, vers un certain m de t, tout ça, c'est une partie de rappel de ce qui existe. Celui-là, je vais d'ailleurs le noter plutôt petit f de t. Et petit f de t résout l'équation suivante, plus d sur dx de f fois la transformée de Hilbert de f, égale à 0. Donc hf étant valeur principale de 1 sur x convolée avec f. Donc c'est entre guillemets l'intégrale de f de y sur x moins y dy. Il faut faire le jeu de la valeur principale pour que ceci ait un sens. Et il existe une unique solution, donc l'existence provient de la limite. Donc ça, c'est F0. F0 est une probabilité sur R quelconque. Et vous résolvez cette équation. Ce sont des mesures de probabilité. D'ailleurs, c'est préservé. F est positif. Donc je devrais quand même le dire, parce que dans l'unicité telle qu'elle était connue, ça joue un rôle. F est une mesure de probabilité et résout cette équation-là. Et la limite est entièrement caractérisée par cette équation, par le fait d'être une famille de probabilités résolvant cette équation. Alors, ça paraît magique quand on écrit ceci, et si f0 est égal à delta 0, alors f de t est la solution autosimilaire qui correspond par dilatation à m1, c'est m1 de x sur racine de t, c'est 1 sur racine de t, m1 de x sur racine de t. C'est simplement Wigner dilaté, delta 0, vous oubliez le dn0,
Delta 0, toutes les valeurs propres sont nulles, et la limite, c'est une masse de Dirac en 0. dn0 vaut 0. Et ça, c'est le scaling brownien que vous reconnaissez là. Cette matrice-là, si vous voulez dn0, quand vous passez de t à 1, vous allez multiplier par racine de t. Vous allez multiplier toutes les valeurs propres par racine de t. Donc, d'où ce changement d'échelle. Donc ça, c'est ce qui existe dans la littérature, et ce qui existe, c'est quelle est la raison pour laquelle ceci est vrai. La raison pour laquelle ceci est vrai, c'est que les valeurs propres de cette matrice-là en loi vérifient des équations stochastiques suivantes, à savoir d de lambda i, donc c'est stochastique, c'est d lambda i, égale somme sur les j différents de i, 1 sur n, 1 sur lambda j moins lambda i, pas de 1 sur n, 1 sur lambda j moins lambda i, non, lambda i moins lambda j, dt, plus 2 sur racine de n, d bi, c'est un autre brownien. Ça n'a rien à voir avec les WIJ, c'est des combinaisons linéaires des WIJ, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Vous avez des matrices symétriques et surtout, vous avez des browniens. Alors, si vous voulez retrouver cette équation-là, vous faites un... Pensez, donc je fais un petit aparté là-dedans et puis je reviens à la présentation du contexte. dn de t, vous supposez que vous l'avez symétrisé. Alors, oui, que vous l'avez diagonalisé. Alors, la diagonalisation et les browniens et la structure d'indépendance ne posent aucun problème. Parce que lorsque vous prenez des incréments browniens, que vous faites ces transformations, vous gardez toutes les propriétés. Donc, dn de t, vous pouvez penser que c'est lambda 1 de t, lambda n de t. Vous lui rajoutez un racine de delta t, c'est l'incrément fois des gaussiennes. Et vous regardez, vous faites un petit, là c'est facile de voir à l'ordre, au premier ordre en delta t, vous allez avoir des termes en racine de delta t et en delta t pour le calcul du déterminant qui conduit aux valeurs propres. Et en faisant le calcul explicitement, vous convainquez facilement que vous avez cette équation. Donc ça paraît miraculeux, mais c'est juste un petit jeu algébrique de calcul de valeurs propres que je ne vais pas faire au tableau. Alors rien de très compliqué. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est aussi vrai pour les matrices dites de Wishart. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais tout ça s'étend de la même manière. Et les matrices de Wishart sont les matrices, là pour le coup, de corrélation. Et un exemple typique, c'est à la place des browniens, vous mettez, et de 1 sur racine de n, vous mettrez 1 demi de W transposé. J'appelle W cette matrice, grand W cette matrice. Et là, pour le coup, c'est 1 sur n. Bon, là, je dis n'importe quoi parce que ce n'est pas la même. Celle-là, elle était symétrique. Donc, vous prenez une matrice WIJ. I variant de 1 à n. J variant de 1 à m. Vous formez, tout ça sont des browniens indépendants. Il n'y a pas de symétrie. C'est une matrice rectangulaire. I et J varient donc entre 1 et n et 1 et m respectivement. Vous regardez la matrice grand X qui est 1 sur n W transposé. Et vous supposez que, disons, m sur n tende vers une constante qui est inférieure ou égale à 1. Le cas où la constante est plus grande que 1, ça veut dire qu'il y a plus de lignes que de colonnes.
c'est pas grave, il suffit de changer, de prendre la matrice W transposée W. À part 0 avec n-m, 0 valeurs propres qui sont nulles, c'est le même spectre. Bon, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ça, c'est un cas général de matrice de corrélation avec une matrice, hein, ça c'est un exemple typique de matrice de corrélation, mais avec une matrice complètement aléatoire. Qu'est le spectre? Alors le spectre limite, c'est la loi dite de Marchenko-Pastour, qui ressemble à la loi semi-circulaire, qui dépend du paramètre C. Donc, et tout ce que je vous raconte s'adapte à ce cas-là. On a une équation qui est toujours une équation de style Fokker-Planck, mais l'opérateur qui est ici est un peu différent. C'est un opérateur qui n'est plus un opérateur de convolution et qui correspond grosso modo à écrire ici x plus y divisé par x moins y. Bon. Donc un autre opérateur intégral, mais qui a la même singularité. Un article où c'est fait très proprement cette dérivation des équations, donc je dois avoir noté la référence quelque part. Non, je ne sais plus dans quelle revue c'était, mais en tout cas c'est Marie-Françoise, je crois que c'est le prénom, et c'est Bru le nom. C'est un article tout à fait remarquable qui est cité dans la littérature, mais je trouve qu'on ne lui accorde pas assez de crédit. J'en connais une qui dirait, si ça avait été un homme, on en entendrait beaucoup plus parler. Donc, c'est quelqu'un qui a rigoureusement établi toutes les équations pour l'évolution des valeurs propres. Dans le cas de Dyson, celui-ci, et dans le cas de Wishart, c'est essentiellement la même équation, à part que ici, vous avez lambda I plus lambda J. Bon, vous voyez bien que la structure, algébriquement, est un peu plus compliquée, mais ça se calcule comme de la même manière que je le disais. Bon, alors donc ça c'est la littérature classique et typiquement il y a comment les gens démontrent des trucs comme ça. Il y a des techniques combinatoires, hein, on se sert beaucoup de l'aspect gaussien. Il y a des techniques de moments, on identifie tous les moments ici, ce qui permet d'identifier les moments des valeurs propres, c'est vraiment la somme des lambda I à des puissances. Et là, vous identifiez les moments de ces équations. Donc, que ce soit combinatoire par les moments, c'est quand même assez lourd. Ça a un lien avec la théorie des probabilités libres, mais dont je n'ai toujours pas compris en quoi ça a apporté quoi que ce soit à cette question-là. Après, en général, j'en sais rien. En ce qui concerne la compréhension de l'équation, les techniques sont, que ce soit pour Wishart, etc., se trouvent dans un article de Guillonnet et d'un de ses anciens élèves, dont j'ai évidemment oublié le nom. Donc, où est-ce que j'ai noté ça? Ah oui. Je n'arrive pas à me relire, évidemment. Cabéral du Villard, c'est Cabéral ou Cabaral? Oh, je n'entends pas ce que tu dis. Cabaral. J'avais déjà oublié ce que c'était le deuxième. Ça va, toi. Hein? Bon. Et les techniques pour comprendre ces équations font penser un peu à des techniques du XIXe siècle pour comprendre l'équation de la chaleur. Dans le sens où on va démontrer l'unicité. Alors, c'est extrêmement astucieux parce que c'est beaucoup plus compliqué que l'équation de la chaleur. C'est non linéaire. Par exemple, pour Dyson, l'article que je viens de citer montre l'unicité de telle solution en faisant Fourier. Il faut oser. Hein, vous avez une équation non linéaire et vous avez une équation de transport comme cela.
Et en fait, ça marche très bien, parce qu'il y a une jolie astuce. Par Fourier, comme pour l'équation de la chaleur, là c'est simple, mais c'est le même mécanisme. Une autre démonstration pour Wishart, je crois, dans le même article, qui contient plein d'astuces, c'est de passer par les moments. Alors évidemment, identifier une mesure de probabilité à travers ces moments requiert des hypothèses, typiquement une décroissance suffisante. Bon. Donc, des astuces, on se débrouille avec les outils qu'on a pour démontrer ceci. Mais nous, notre point de vue pour les télécoms, ça a été de dire, ça, au fond, justement, c'est l'analogue de l'équation de la chaleur. Si vous voulez des systèmes généraux, il faut toutes les équations paraboliques et pas que l'équation de la chaleur. Alors, c'est quoi Et on sait bien que si on peut démontrer l'unicité, d'ailleurs par des théorèmes, par des moments ou par Fourier pour l'équation de la chaleur, si vous prenez une équation parabolique, il va falloir changer de méthode. Bon. OK. Donc, c'était ça notre motivation, rendue possible parce qu'on a fait assez rapidement une observation dont on s'est rendu compte qu'elle était déjà connue. Dont je parlerai dans un instant. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire une théorie générale de l'existence, de l'unicité, du passage à la limite. C'est ce que l'on va voir, qui marche pour des modèles de type Dyson, des modèles de type Wishart. Bien. Une fois qu'on a fait ceci, on peut généraliser à des modèles non linéaires, ce que les probabilistes appellent des non linéaires, on mettra des forces, etc. On a un outil qui permet de gérer les états des systèmes. Parce que là où on en est, on a un système qui est piloté par une grande matrice aléatoire, ou disons qui est décrit par une grande matrice aléatoire. Dans un premier temps, vous voulez voir comment l'état évolue. C'est ce qu'on fait. Dans un deuxième temps, vous voulez piloter cela. Et donc, le contrôle l'optimisation, le contrôle, le filtrage, les MFG. Quand vous commencez à avoir plusieurs systèmes qui sont en compétition, vous pouvez commencer à poser des idées. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque dynamiquement le nombre de colonnes et de lignes change? Parce que vous avez deux antennes et que vous avez la possibilité de basculer des tâches d'une antenne à l'autre. Okay, pour optimiser le système. Donc, toutes ces généralités nécessitent déjà de bien définir l'état, ces généralisations, et de passer à l'étape de contrôle optimal, et c'est ce à quoi on s'attelle maintenant. Il y a d'autres aspects, il y a un autre nom que j'aurais dû citer, qui est celui de Gérard Benarous, qui a fait pas mal de choses, et notamment qui a identifié ce modèle de spike, c'est-à-dire comment avoir, en plus de ces valeurs propres qui sont en demi-cercle, comment avoir, et à partir de quand on peut avoir une valeur propre, ou deux. On en finit. Et comment ça interagit. Alors en fait, ce que vous avez, c'est, je déflore un peu le sujet, c'est un couplage d'une équation comme ceci avec des équations différentielles qui peuvent être d'ailleurs stochastiques suivant la nature, la manière dont ces valeurs propres. Alors, elles peuvent ne pas apparaître tout de suite parce qu'au début, elles peuvent très bien être cachées dans le spectre et puis elles sortent du spectre. Donc ça, c'est important en pratique, c'est qu'on a des grandes valeurs propres très particulières, c'est les phénomènes de spike, qui n'obéissent pas à Wigner. Et donc ça, typiquement, vous pouvez l'obtenir en mettant ici un bloc de taille K fois K, si vous voulez, qui est K valeurs propres qui sortent, et pas forcément aléatoire. Et à ce moment-là, vous pouvez suivre K valeurs propres, qui ne sont pas nécessairement dans les directions du bloc. Hein. Elles le sont initialement, mais après, les directions vont bouger de manière aléatoire. Eh bien, donc, comment suivre tous ces systèmes? Donc ça, c'est toujours pour définir l'état du système le plus général possible, la prise en compte de spike. Et je mentionnais Benarous parce qu'il a fait partie du duo d'auteurs qui, les premiers,
ont identifié cette sortie du spectre d'une valeur propre. Alors, tout ceci sont des choses que l'on comprend maintenant assez bien. Je vais vous expliquer donc quelle est l'approche que nous avons suivie avec Charles, Merwan et Jean-Michel pour comprendre vraiment l'état asymptotique de tous ces systèmes. En d'autres termes, comprendre les équations que je viens d'effacer. Alors, donc tout ça c'était une longue introduction. L'équation de Dyson, dont je vais parler très rapidement, mais maintenant avec un point de vue beaucoup plus systématique, qui consiste à regarder, je le disais, df sur dt plus d sur dx de FHF égale à 0. Alors, première observation, c'est qu'il vaut bien mieux, pour la théorie mathématique, travailler avec la fonction de répartition. Bon, pourquoi pas? On intègre ceci, df sur dt, le d sur dx devient juste une quantité, le petit f c'est df sur dx, et puis vous avez h de petit f qui est h de df sur dx. Et h de df sur dx, pensée Fourier, donc pensée Fourier, la transformée de Fourier de 1 sur x, c'est à un moins près sin de x. Il y a des i, il y a des tas de choses qui flottent. La transformée de Fourier, il y a un i en particulier. La transformée de Fourier de d sur dx, ça fait moins i. Et donc, vous avez quelque chose comme en Fourier, pour comprendre quel est cet opérateur i sin de xi multiplié par moins xi, et vous remarquez que c'est valeur absolue de xi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transformée d'Hilbert de df sur dx, c'est tout simplement moins d2 sur dx2 à la puissance 1,5. Bon. En d'autres termes, cet opérateur LF, je vais lui donner un nom, L, pour éviter de trimballer cette notation, LF, c'est l'intégrale de f de x moins f de y sur x moins y. Bon, là, quand j'écris comme ça, je me sers de l'annulation x moins y au carré dy. Donc, vous avez cette équation. Et vous savez que df sur dx est positif ou nul. Donc, vous pouvez mettre un plus ici, si vous en avez envie, ça ne change rien. Bon, eh bien, vous avez cette équation-là. Vous voyez que, formellement, il y a le principe du maximum pour ces équations-là. C'est-à-dire, vous allez atteindre des résultats d'existence et d'unicité grâce aux solutions de viscosité. Alors, attention, les F peuvent avoir des singularités, même si dans le cas de Dyson, ma conjecture personnelle, c'est que dès que le T est strictement positif, la solution est C1,5, petit f, donc F est C1, 1,5, serait C1, 1,5. Mais si je sais simplement que c'est une fonction, je peux avoir un peu de souci. Puis de toute façon, initialement, j'ai des discontinuités. Si je prends une masse de Dirac pour petit f initialement, la fonction de répartition, c'est la fonction de Heaviside. Bon, vous pouvez la choisir, continuer à droite ou pas, ça c'est un détail. Et donc, vous avez un truc discontinu. Donc, il va falloir quand même gérer des équations avec les solutions de viscosité, mais avec des solutions de viscosité discontinues, ce qui nécessite un tout petit peu plus de prudence. Mais quand on a fait cette observation, on se dit, mais s'il y a un principe de comparaison
qui est un principe, on appelle ça la domination spectrale, qui est de dire si F01 est plus petit que F02, vous attendez à ce que F1 à l'instant t soit plus petit que F2 à l'instant t. C'est ça le principe du maximum, ou le principe de comparaison. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous pensez en termes de la mesure empirique des valeurs propres, ce que ça veut dire, c'est que les valeurs propres de F2 sont plus à gauche que les valeurs propres de F1. OK? Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'en discret, c'est une situation où lambda I2, elles ont toutes été rangées par ordre croissant, est plus petit que lambda I1. En discret, ça veut dire ça, initialement. Et ça, c'est équivalent à la même chose à l'instant t. Donc, on est en train de dire que si on prend deux matrices, ou si on prend deux jeux de valeurs propres, qui se comparent en tant que vecteurs initialement, à la limite, on s'attend à ce qu'ils se comparent tout le temps. Et donc, naturellement, on se retourne vers les équations d lambda i égale 1 égale somme de 1 sur lambda i moins lambda j dt. Vous pouvez oublier le 2 sur racine de n dBi, on s'en fout, dans le sens où il ne change rien. Et on se dit, est-ce que cette propriété de monotonie est vraie? Une fois qu'on se dit il y a une chance qu'elle soit vraie, on le vérifie. L'idée fondamentale, c'est que vous avez quelque chose qui est croissant par rapport à lambda j et décroissant par rapport à lambda i. Donc ça fait des systèmes coopératifs, et ce sont des systèmes qui précisément assurent la convergence. La comparaison. Donc, comparaison possible. Oubliez ça, vous regardez ça dans les EDO. Vous dites que tous les lambda I1 sont plus petits que tous les lambda I2. Jusqu'à un temps t0, il y en a un qui rattrape l'autre. Vous écrivez les équations en ce temps-là. Pour ça qu'il vaut mieux oublier les browniens, sinon il faut faire un peu plus attention. Et vous obtenez facilement une contradiction. Donc, technique de principe de comparaison standard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un principe de comparaison au niveau discret. On a une équation de limite qui est bien posée au sens des solutions de viscosité. Et on sait faire avec les solutions de viscosité tous les passages à la limite qu'on veut. Donc, normalement, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, quand on a des problèmes qui ont le principe du maximum et où, formellement, pour les trucs réguliers, on sait passer à la limite, automatiquement, on passe à la limite pour les solutions de viscosité. C'est toute la théorie des solutions de viscosité qui permet de faire ça. Donc, je pensais que c'était réglé d'un coup de cuillère à peau, qu'on faisait tout. Il y a quand même une difficulté là, c'est que ce que je dis est vrai, mais qu'il y a la singularité du 1 sur x. Donc, la singularité du 1 sur x impose quelques développements techniques dont je ne vais absolument pas parler. Donc, on comprend pourquoi on a le théorème suivant. Donc, qui est qu'il existe un unique f qui est limite des Fn. Alors, c'est un peu léger là-dedans. C'est pour quelles conditions initiales? Alors, typiquement, si je mets le plus, que j'oublie qu'on a des fonctions de répartition, dans ce cas-là, il vaut mieux parler d'une condition initiale continue, et on a une unique fonction, une unique solution qui est continue. F est continu, si F0 l'est. F est Lipschitz, si F0 l'est. On a le principe de comparaison, et de manière plus générale, c'est que F1 de t moins F2 de t plus
norme du sup est majorée par F1 moins F2 infini. Si maintenant on prend un F0 qui est discontinu, et là, il faut faire un tout petit peu attention, et il vaut mieux prendre une fonction de répartition. Donc pour quelque chose qui est, c'est-à-dire qui est croissant, typiquement croissant de 0 en moins l'infini à 1 en plus de l'infini. Ça ne joue aucun rôle le 0 et le 1, mais gardez une fonction de répartition. Donc si vous avez une fonction de répartition qui initialement n'est en général pas continue, à ce moment-là, vous avez toujours existence et unicité de f et vous avez toujours une limite dans un certain sens, à part qu'il faut parler des demi-limites, c'est-à-dire des lim sup. Quand n tend vers l'infini et quand y tend vers x, de fn de y, et que ça fera f en x plus la limite à droite. Et quand je parle de l'unicité, vous comparez les limites à gauche et les limites à droite. Tout ça, c'est la théorie des solutions de viscosité qui vous l'assure. Et donc, en un point de continuité, vous avez convergence. Vous avez convergence presque partout. Oui, quand j'ai cité les résultats précédents, bon. OK. En tout cas, c'est une version un tout petit peu plus précise que la convergence faible des dérivés. Alors, donc, on a... oh non, c'est la même chose. Donc, dans le cas continu, dans le cas discontinu, et on a toujours l'existence et l'unicité. Alors, l'énorme avantage, c'est que ce genre de résultat et ce genre de technique, basé sur la domination spectrale, hein, c'est comparer les valeurs propres, le principe du maximum pour les valeurs propres. Donc, F0 croissant, à ce moment-là, F0 pas nécessairement continu. Dans ce cas, on a ça, existence et unicité de f de x plus et de f de x moins. Alors, vous voyez que la chose qui sert, c'est ce principe de comparaison. Et donc, on peut se poser la question, ce principe de comparaison des valeurs propres, est-ce qu'il est stable? Alors d'abord, on se rend compte que, en fait, les comparaisons des valeurs propres, les gens le connaissaient. Alice en parle dans son bouquin. On l'avait loupé. Donc on l'a retrouvé. Mais ne se sont pas réellement servis. Alors qu'en fait, une fois qu'on l'a, on voit qu'on a un boulevard pour comprendre les équations paraboliques et plus que l'équation de la chaleur, puisque en fait, c'est de cela dont il s'agit. C'est l'équation que j'ai écrite là, c'est l'équation de la chaleur pour les probabilités libres, et ce que l'on veut pouvoir faire, c'est des équations plus générales. Le principe de comparaison est robuste pour ces problèmes qui sont essentiellement unidimensionnels en espace, parce qu'on a affaire à des matrices symétriques. On a affaire à des valeurs propres réelles. Qui dit valeurs propres réelles dit que, en fait, l'état du système est gouverné par un truc qui est en dimension infinie. C'est le grand F, c'est le petit f. Mais l'équation qui définit cet état en dimension infinie, c'est une équation qui est en dimension 1. C'est l'équation, disons, qui est l'équation pour le petit f ou pour le grand f. Bien. Alors ce principe de comparaison, il est assez robuste pour... donc l'exemple, c'est tous les exemples classiques sur c'est OK. Et puis de manière générale, cela permet... un autre exemple, c'est le cas d'une force, qui dans la littérature est souvent appelée un potentiel, mais pour moi c'est une force.
et qui consiste à rajouter dans l'équation. Donc, prenez cette équation-là. Tiens, j'ai gardé les mêmes notations que dans le cours. Grand B de x fois f égale 0. Alors évidemment, champ au potentiel ou force en dimension 1, comme on peut toujours prendre la dérivée ou l'intégrale d'une fonction, ce n'est pas entièrement probant. Mais si on pense Vlasov, puisque c'est une sorte d'équation de Vlasov, hein, mais avec un noyau assez singulier, si vous pensez Vlasov, évidemment, bon. Alors, le B de x, si vous explorez la littérature, alors j'ai oublié, il y a eu aussi une vague d'articles dans lequel l'équation de Dyson, et on comprendra pourquoi un peu plus tard, est abordée, donc là il y a des résultats d'unicité aussi, c'est déjà un peu plus général, en regardant ça comme un flot de gradient, au sens des flots de gradient du transport. Et donc ça permet d'un peu généraliser et ça permet de traiter des forces convexes. Hein, toujours pareil, dans les flots de gradient, il y a des hypothèses comme ça qui traînent. Auparavant, dans l'article que je citais, il y avait des conditions d'analyticité parce qu'il travaillait en Fourier. Alors, évidemment, les termes du premier ordre, lorsque vous travaillez en Fourier, c'est une catastrophe. Vous écrivez ça au niveau des grands F, vous avez un grand B de x df sur dx, un terme du premier ordre, ce qui est du pain béni pour les solutions de viscosité, et vous avez donc l'existence et l'unicité pour un champ de vecteurs qui vérifie b de x moins b de y, scalaire x moins y, supérieur à moins c0 x moins y au carré. C'est ce que ce matin j'appelais le demi-monotone. C'est exactement la même chose. Donc, existence et unicité, passage à la limite, on a tout, alors qu'il y a des articles qui ont regardé des comportements polynomiaux à l'infini, etc., etc. Non, il n'y a besoin de rien, c'est général. Pas besoin de structure supplémentaire. Et lorsqu'on dispose d'un bon outil pour comprendre ces équations-là, ça devient transparent. Et puis, il y a des modèles non linéaires. Et ces modèles non linéaires, en fait, de manière très générale, ils remplacent le 1 sur lambda i moins lambda j. C'est des équations d'état non linéaires sur les matrices, et ça conduit à des sigma de lambda i lambda j divisé par lambda i moins lambda j, avec un sigma qui est symétrique. Bon. Alors, vous voyez, et qui est en fait strictement positif. Ouais, pas exact. Ce qui est vrai, c'est que sigma de lambda et de lambda est strictement positif. C'est sur la diagonale que c'est strictement positif. Alors justement, le signe qui n'est pas nécessairement strictement positif partout n'assure pas le principe du maximum. Mais vous avez le principe du maximum près de la singularité. Parce que sigma de lambda et lambda est strictement positif. Et donc, vous vous rendez compte que ces modèles non linéaires, c'est un opérateur à principe du maximum plus une perturbation bornée dans L infini. Donc vous découpez l'intégrale en lambda 1 moins lambda 2, lambda moins mu petit, et lambda moins mu, enfin oui, lambda moins mu sur lequel le sigma est strictement positif, et puis un lambda moins mu plus grand. Je simplifie un tout petit peu. Bon, et donc ce que vous avez à dire, c'est que lorsque vous regardez les semi-groupes associés à ces opérateurs, vous avez grosso modo un opérateur monotone dans L infini plus un opérateur borné. Donc vous allez avoir exactement
le même genre de propriété, vous n'allez pas avoir une telle comparaison, mais vous allez avoir ici un nez puissance Ct qui est relié à la taille du champ B. Pourquoi? Parce que la partie la plus singulière de l'équation a le principe du maximum. Toute l'équation totalement n'a pas forcément le principe du maximum. Mais là où ça fait mal, il y a le principe du maximum. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de telle démonstration. Je voulais vous expliquer le principe du maximum, l'origine au niveau des n, et on a l'artillerie des solutions de viscosité pour, à ce moment-là, faire les démonstrations rigoureuses avec la singularité et également explorer toutes les généralisations. Je vais faire quelques remarques pour conclure, qui sont des remarques sur les propriétés, et puis peut-être dresser quelques perspectives qui nous intéressent. Alors, si vous pensez à ces valeurs propres, vous avez... donc, je réécris cette équation. Plus, le plus, je m'en fous. Donc, on vient de montrer que l'opération qui a lambda 1, lambda n associe lambda 1 de t et lambda n de t vérifie, préserve, je l'appelle grand T, préserve l'ordre, la comparaison. Vous observez que comme c'est un potentiel à deux corps, ça commute avec les translations. Alors avec quelles translations? C'est les translations de tous les lambda I par une constante. Ce n'est pas des translations différentes pour les I différents. Et vous vous rendez compte que c'est une opération qui préserve la comparaison, qui commute avec les translations, et que la somme des lambda I est préservée. Asymptotiquement en tout cas. Bon, alors il y a une variante des fameux lemmes de Crandall-Tartar. Qui vous dit qu'à ce moment-là, vous savez que toutes les normes LP dans RD, donc j'en prends deux, je prends deux solutions, sont des fonctions décroissantes du temps. Et ça a un nom, puisque j'ai ordonné les valeurs propres par ordre croissant, c'est la distance de Wasserstein des mesures empiriques. Donc la distance de Wasserstein décroît avec le temps. En fait, il n'y a rien à démontrer, c'est le lemme de Crandall-Tartar. Donc ça aussi, ça a été observé dans la littérature, et ça a un lien avec les flots de gradient que je mentionnais, mais c'est en fait... il n'y a aucun calcul à faire, il n'y a aucune démonstration à faire, c'est simplement une astuce complètement générale que l'on peut écrire dans les de manière abstraite, y compris au niveau de l'espace de proba. Donc c'est une contraction de WP dans le cas de Dyson. Dans le cas où vous avez une force, par exemple, ça peut croître exponentiellement à cause de la force, avec la constante de semi-Lipschitz de B. En fait, vous avez même un peu mieux que ça, c'est que lorsque vous regardez, enfin,
C'est lié. Hein. Lorsque vous regardez d lambda I de t par rapport à d lambda J0, c'est compris entre 0 et 1. Et les conservations dont je parlais assurent bien sûr que c'est une matrice bistochastique. Ça, c'est juste les conservations. Donc, somme des d lambda I sur des J. Donc, si je prends la somme sur J, c'est égal à 1, quel que soit I. Mais également, la somme sur I est égale à 1, quel que soit J. Voilà, donc ça, tout ça, c'est relié à l'ordre. Hein. Je veux dire, ce principe de comparaison, il est là. Et ce qui est absolument général, c'est, parce que c'est vrai pour tous les problèmes à deux corps, c'est l'invariance par translation et l'invariance, et puis la préservation de la masse totale. Donc ça, ce n'est pas surprenant, mais le principe de comparaison, ça vous dit que les dérivées sont croissantes. Et si les dérivées sont croissantes, c'est vraiment la croissance dont je parlais ce matin à la fin. Hein, ce n'est pas la monotonie, ce n'est pas dire que cette matrice est monotonie, c'est dire que chaque lambda I est croissant par rapport à chacune des variables lambda J. Bon, alors, point trop d'infos. Donc, il y a un certain nombre de propriétés comme ça de l'équation de Dyson, de la même façon que le comportement asymptotique, etc., de la même façon que vous avez tout un tas de propriétés pour l'équation de la chaleur. Hein. Et en fait, il y a souvent un parallèle. Pour l'équation de la chaleur, c'est une contraction de toutes les normes LP. Bon. En termes de perspective, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je suis sur le bord de m'écrouler. En termes de perspective, ce qui me semble, je l'ai déjà mentionné, mais je veux vraiment insister, c'est du contrôle de systèmes qui sont gouvernés par des matrices symétriques. Par des matrices aléatoires. Donc là, il y a un pan, on a déjà réfléchi à certaines situations, mais il y a un pan énorme de choses à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit à un niveau extrêmement théorique. Hein. Je pense que les maths les plus, entre guillemets, amusantes, c'est sur l'état du système. Mais néanmoins, ça, je pense que ça peut être très, très utile de savoir gérer des aspects d'optimisation et de contrôle pour des systèmes qui sont gouvernés par des matrices aléatoires. Et une manière d'approcher les choses lorsque le spectre de la matrice est vraiment important, ne pas oublier les spikes, c'est de faire du contrôle des équations que je mentionnais, qui sont donc des équations non linéaires, intégraux-différentiels, hein, il y a un Laplacien et demi, intégraux-différentiels. Au sens des solutions de viscosité, d'ailleurs, on était obligé d'un peu nettoyer des trucs. Hein, ce n'était pas un cas totalement classique sur la théorie. Donc, on a quand même des opérateurs qui ne sont pas très agréables et il faut faire du contrôle optimal là-dessus. Donc, il y a énormément de choses à faire là-dessus. On n'en est qu'au tout début. Sur l'aspect purement général, matrice aléatoire, beaucoup de voies sont possibles une fois qu'on maîtrise un peu mieux les équations qu'il y a là. Donc Gérard nous disait, je suis sûr que vous pouvez faire des problèmes de grande déviation. C'est possible, moi je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas dire que j'en suis sûr. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Après, il y a du côté, dans la littérature qui existe, des études qui sont beaucoup plus fines et qui ne seront pas accessibles par des méthodes comme ça, qui vont consister à regarder des sortes de limites plus locales. C'est de faire un zoom sur un intervalle et de dire des choses fines sur le nombre de valeurs propres qui sont dans l'intervalle, pas juste en moyenne comme la limite, mais des choses beaucoup plus fines. Donc, est-ce que ça, je pense que les EDP ne captureront pas des effets fins, puisqu'ils ne peuvent capturer que facilement
disons, 1, la loi des grands nombres, 2, le théorème central limite, donc les quelques fluctuations, et 3, des grandes déviations. Mais des études beaucoup plus fines, beaucoup plus, entre guillemets, trajectorielles, ça, il faut les faire à la main. Il n'y a pas mais honnêtement, c'est des questions qui sont assez fascinantes, mais qui, moi, personnellement, ne me fascinent pas, dans le sens où j'ai quand même en tête les applications, et ce que je comprends des applications, c'est qu'on n'a pas besoin d'informations aussi détaillées que ça. En revanche, ce dont on a besoin, c'est le phénomène de spike. Là, on le voit, il y a des valeurs propres qui ne sont pas dans les lois, comment on les gère, comment elles interagissent, comment on les modélise. Et ça, je considère que dans une perspective à moyen terme, on n'est pas en train de dire que ça va s'appliquer au MIMO ou à la 6G demain, mais il y a, à mon avis, un vrai potentiel applicatif, mais ça passe par encore du travail. Sur ce, maintenant je vais me coucher et je vous remercie. À la semaine prochaine.